Dossier numéro 4. D.B. Cooper. Chapitre. L'homme qui s'est volatilisé. Une lourde porte grince lentement. Le bruit résonne dans les couloirs silencieux des archives. Les étagères semblent disparaître dans l'obscurité, comme si elles continuaient bien au-delà de ce que l'œil peut distinguer. Des milliers de dossiers reposent là, parfaitement rangés, chacun portant le poids d'une histoire oubliée, d'une disparition inexpliquée ou d'un mystère qui n'a jamais trouvé sa conclusion. Je suis Elias, gardien des archives. Chaque dossier raconte une histoire. Certains refusent encore de livrer leur vérité. Aujourd'hui, nous allons en ouvrir un dont le contenu continue de défier les enquêteurs depuis plus d'un demi-siècle. Elias avance lentement entre les rayonnages. Ses doigts glissent sur les tranches de dizaines de boîtes cartonnées couvertes de poussière. Certaines portent un tampon rouge, classé. D'autres affichent simplement un numéro. Puis, presque au fond d'une allée que l'on croirait abandonnée depuis des décennies, une boîte attire son attention. Elle ne porte qu'une simple inscription. 305. Pas de nom, pas de date. Seulement 3 chiffres. Elias retire lentement le carton de son étagère. Une fine couche de poussière s'en échappe, comme si personne n'avait osé l'ouvrir depuis très longtemps. Lorsqu'il soulève le couvercle, il découvre une multitude de documents éparpillés. Des photographies noires et blancs, des cartes aériennes, des rapports du FBI jaunis par le temps, des coupures de journaux provenant de tout le pays, mais aussi plusieurs enveloppes vides dont le contenu semble avoir disparu depuis longtemps. Il reste silencieux quelques secondes. Puis il prend une première photographie. On y voit un homme parfaitement ordinaire. Costume sombre, chemise blanche, cravate noire, cheveux soigneusement coiffés, un visage banal, le genre de visage que l'on oublierait quelques minutes après l'avoir croisé dans un aéroport. Et pourtant, cet homme va réussir ce qu'aucun criminel n'est jamais parvenu à reproduire. Il détournera un avion de ligne. Il obtiendra une rançon colossale. Il sautera en parachute en pleine nuit, au-dessus des montagnes sauvages du nord-ouest des États-Unis, alors qu'une tempête balaie le ciel. Puis, il disparaîtra, à jamais. Ni son corps, ni son parachute, ni le moindre objet permettant d'établir avec certitude ce qui lui est arrivé ne seront retrouvés. Pendant plus de 50 ans, des centaines d'agents fédéraux, des militaires, des pilotes, des parachutistes, des journalistes et d'innombrables enquêteurs indépendants tenteront de résoudre cette énigme, accumulant des milliers de pages d'analyse sans jamais parvenir à une conclusion définitive. Aujourd'hui encore, son nom continue d'alimenter les livres, les documentaires, les podcasts et les débats sur Internet, au point d'être devenu une véritable légende de l'histoire criminelle américaine. Mais ce qui intrigue le plus n'est peu être pas son incroyable disparition, c'est le fait que personne ne sache réellement qui il était. Car l'homme que tout le monde connaît sous le nom de D.B. Cooper ne s'appelait probablement même pas ainsi. Elias repose délicatement la photographie. Sous celle-ci apparaît un billet d'avion soigneusement conservé dans une pochette transparente. Il l'observe quelques instants avant de le retourner. Au dos, une annotation manuscrite attire son regard. Erreur de nom. Il fronce légèrement les sourcils. Étrange. Très étrange. Car dès la première page du dossier, les archives semblent déjà nous prévenir que l'histoire que nous croyons connaître est peut-être différente de celle qui s'est réellement déroulée. Une erreur de quelques lettres. Une confusion commise dans les premières heures de l'enquête. Une simple méprise journalistique. Et pourtant, cette erreur deviendra l'un des noms les plus célèbres de toute l'histoire du FBI. Elias ouvre maintenant un épais rapport relié par une couverture noire. La première page porte la date du 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. Aux États-Unis, des millions de familles terminent leurs préparatifs pour le grand repas du lendemain. Les aéroports sont particulièrement fréquentés. Les avions décollent presque sans interruption, transportant des voyageurs pressés de retrouver leurs proches avant les fêtes. Dans cette agitation permanente, personne n'imagine qu'un homme parfaitement anonyme est sur le point d'écrire l'une des pages les plus incroyables de l'histoire de l'aviation civile. À Portland, dans l'État de l'Oregon, la pluie tombe sans discontinuer depuis plusieurs heures. Le ciel est bas, les nuages masquent les montagnes environnantes et un vent froid souffle sur les pistes de l'aéroport. Les voyageurs se dépêchent de rejoindre le terminal, davantage préoccupés par leurs bagages et leur correspondance que par les personnes qu'ils croisent. Au milieu de cette foule, un homme apparaît. Il ne court pas. Il ne regarde pas autour de lui. Il marche d'un pas parfaitement régulier, comme n'importe quel voyageur d'affaires habitué aux déplacements professionnels. Son costume est impeccable. Sa cravate est soigneusement nouée. Il porte un imperméable sombre adapté à la météo et tient une simple mallette noire. Rien, absolument rien, ne le distingue des centaines d'autres passagers présents ce jour-là. Pour tous ceux qui le verront passer, il restera un inconnu parmi les inconnus. Pour l'histoire, il deviendra une énigme. Et ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsqu'il s'approchera du comptoir d'une petite compagnie aérienne appelée Northwest Orient Airlines, que le monde commencera, sans encore le savoir, à entrer dans le plus grand mystère de l'aviation américaine.
Chapitre 2. Le passager du vol 305. Lorsque nous avons refermé la première chemise du dossier, une question demeurait suspendue dans le silence des archives. Qui était réellement cet homme? Elias fait glisser devant lui une nouvelle enveloppe Kraft. Le papier est usé sur les bords, comme si elle avait été ouverte et refermée des centaines de fois. À l'intérieur se trouvent les témoignages des employés de l'aéroport de Portland, les premières dépositions des hôtesses de l'air et plusieurs photographies prises quelques heures après les faits. Les feuilles sont couvertes d'annotations au crayon, de dates entourées et de remarques écrites à la hâte. Plus Elias avance dans leur lecture, plus un détail devient évident. Aucun témoin ne semble avoir eu le sentiment d'avoir rencontré un individu dangereux. L'homme arrive au comptoir de Northwest Orient Airlines en fin d'après-midi. À cette époque, prendre l'avion est bien différent d'aujourd'hui. Les contrôles de sécurité sont extrêmement sommaires. Les détecteurs de métaux ne sont pas encore installés dans tous les aéroports, les bagages ne passent pas dans des scanners, et il suffit souvent de présenter un nom, de régler son billet en espèces, puis de rejoindre tranquillement la porte d'embarquement. C'est précisément ce que fait cet inconnu. Il demande un aller simple pour Seattle. Le trajet est court, à peine une trentaine de minutes de vol. Le prix du billet est de $20. Il sort plusieurs billets de banque de son portefeuille, règle la somme sans discuter et inscrit sur le formulaire un nom qui ne provoque aucune réaction de l'employé. Dan Cooper. À cet instant précis, personne ne vérifie son identité. Aucun document officiel ne lui est demandé. Personne ne photographie son visage. Quelques secondes plus tard, le billet est imprimé. L'homme remercie poliment l'employé, puis il s'éloigne. Rien ne laisse penser que cette transaction, banale parmi des centaines d'autres effectuées ce jour-là, deviendra l'une des plus célèbres de l'histoire de l'aviation. Elias relève les yeux du rapport. Puis il sort une autre photographie. Cette fois, il s'agit d'une reconstitution réalisée plusieurs années plus tard à partir des souvenirs des témoins. L'homme est décrit comme âgé d'environ 40 à 50 ans. Sa taille est estimée à près d'1,80 m. Sa corpulence est moyenne, légèrement athlétique sans être imposante. Ses cheveux sont bruns, être noirs selon certains témoins, soigneusement coiffés avec une raie discrète. Son visage inspire immédiatement confiance. Aucun signe particulier. Pas de barbe. Pas de cicatrice visible. Pas de tatouage connu. Même sa voix est décrite comme étonnamment calme. Il parle peu, toujours avec politesse. Jamais il ne hausse le ton. Jamais il ne semble nerveux. L'un des témoins dira plus tard que cet homme ressemblait davantage à un professeur d'université ou à un cadre supérieur qu'à un criminel. Cette remarque reviendra régulièrement dans le dossier, car tout, chez lui, semble soigneusement calculé pour ne susciter aucun souvenir marquant. Comme s'il avait volontairement choisi d'être ordinaire. Elias fait glisser une feuille jaunie. En haut de la page figure la liste complète des passagers. Le vol Northwest Orient 305 ne transporte que 36 personnes. À bord se trouvent des hommes d'affaires, quelques étudiants, plusieurs voyageurs rentrant chez eux pour Thanksgiving et un équipage expérimenté. Personne n'imagine que le vol ne se déroulera pas normalement. Vers 14h50, les passagers commencent à embarquer. L'homme monte parmi eux, toujours aussi calme, toujours aussi discret. Il choisit le siège 18C, à l'arrière de la cabine, côté couloir. Aujourd'hui encore, ce détail intrigue les enquêteurs. Pourquoi cet emplacement? Pourquoi ne pas choisir l'avant de l'appareil? Pourquoi le côté couloir plutôt que le hublot? Plusieurs spécialistes pensent que ce choix n'avait rien d'anodin. Depuis cette position, ils pouvaient observer aussi bien les mouvements des passagers que ceux de l'équipage, tout en restant proche de l'escalier arrière du Boeing 727. Un détail technique qui prendra plus tard une importance capitale. Mais à cet instant, personne n'y prête attention. Une hôtesse passe près de lui. Il commande un bourbon avec du soda. Il allume une cigarette. À l'époque, fumer dans un avion est parfaitement autorisé. Les témoins remarqueront qu'il boit lentement, sans précipitation, comme un voyageur habitué à prendre l'avion. Pendant que les moteurs commencent à rugir, il regarde quelques instants par le hublot situé de l'autre côté de l'allée. Il ne semble ni impatient ni inquiet. Il attend, comme si chaque minute suivait un scénario déjà répété des dizaines de fois dans son esprit. Elias marque une pause. Il ouvre alors une petite enveloppe qui était restée coincée entre deux rapports. À l'intérieur, il découvre un simple morceau de papier jauni. Quelques mots seulement. N'oubliez jamais. La phrase s'interrompt brutalement. Le reste de la feuille a été arraché. Elias retourne plusieurs fois le document. Rien. Impossible de savoir qui l'a écrit. Impossible de savoir quand. Elias marque une pause. Mais cette phrase inachevée semble presque adresser un avertissement à ceux qui consulteront le dossier après les enquêteurs. Il referme lentement l'enveloppe, puis reprend sa lecture. À 14h58, le Boeing 727 quitte enfin la piste de Portland. Le commandant annonce un vol parfaitement normal vers Seattle. La météo est médiocre, mais rien d'inhabituel pour cette région du pays. Les passagers s'installent confortablement. Certains lisent leur journal, d'autres discutent, quelques-uns ferment déjà les yeux. Personne ne remarque qu'au fond de la cabine, un homme sort discrètement un petit morceau de papier de sa poche. Il le plie soigneusement.
attend que l'hôtesse s'approche. Elle le lui tend avec un calme presque déconcertant. Quelques secondes plus tard, le destin du vol 305 bascule définitivement. Chapitre 3. Mademoiselle, j'ai une bombe. Le silence retombe dans les archives. Elias garde quelques instants le regard posé sur le petit papier retrouvé dans l'enveloppe, puis il le range avec précaution avant d'ouvrir une nouvelle chemise cartonnée. Celle-ci est beaucoup plus épaisse que les précédentes. Les coins sont usés, plusieurs feuilles dépassent du dossier, et un tampon rouge, presque effacé par le temps, porte une simple mention « Déposition de l'équipage ». C'est ici, murmure-t-il, que l'histoire bascule véritablement. Car pendant longtemps, les enquêteurs se sont demandé à quel moment exact un vol ordinaire était devenu un détournement d'avion. En réalité, il n'y eut ni cri, ni violence, ni panique. Seulement quelques mots prononcés avec un calme presque dérangeant. Le Boeing poursuit tranquillement sa montée vers son altitude de croisière. À travers les hublots, les nuages recouvrent progressivement le paysage de l'Oregon, tandis que les moteurs maintiennent leur ronronnement régulier. Dans la cabine, les conversations continuent. Certains passagers consultent leur journal, d'autres terminent leur boisson. Rien ne laisse imaginer que quelques rangées plus loin, un homme est sur le point de prendre le contrôle de tout un appareil sans jamais lever la voix. L'une des hôtesses de l'air, Florence Chaffney, s'approche de l'arrière de la cabine. Le passager du siège 18C lui tend alors un petit papier plié. Le geste est discret, si discret que personne autour d'eux ne semble y prêter attention. Florence croit immédiatement qu'il s'agit du numéro de téléphone d'un voyageur tentant maladroitement de la séduire. Ce genre de situation n'est pas exceptionnel à cette époque, et sans même regarder le billet, elle le glisse dans la poche de son uniforme avant de poursuivre son service. C'est alors que l'homme prononce une phrase qui restera gravée dans sa mémoire toute sa vie. « Mademoiselle, vous devriez lire ce message. J'ai une bombe. » Aucun témoin n'entendra ces mots. Ils sont prononcés doucement, sans menace apparente, sans agitation. Florence s'arrête immédiatement. Elle sort le papier de sa poche et le déplie. Les quelques mots qu'il contient sont d'une simplicité glaçante. « J'ai une bombe dans ma mallette. Asseyez-vous près de moi. » Pendant une fraction de seconde, elle hésite. Est-ce une plaisanterie, une provocation, ou quelque chose de beaucoup plus grave? Elle choisit de ne prendre aucun risque et s'assoit à côté de lui. L'homme reste parfaitement calme. Il garde les yeux devant lui. Puis, sans aucune précipitation, il ouvre légèrement sa mallette, seulement de quelques centimètres. Juste assez pour que Florence puisse regarder à l'intérieur. Des années plus tard, elle décrira ce qu'elle a vu. Plusieurs cylindres rouges, des fils, une batterie. Un dispositif qui ressemble à un mécanisme de mise à feu. Elle n'est pas spécialiste des explosifs. Mais elle n'a aucun doute, ou du moins, elle est convaincue à cet instant que la bombe est réelle. Elias s'interrompt. Il prend sur la table une photographie de cette fameuse mallette. Pas celle de Cooper, bien sûr. Elle n'a jamais été retrouvée. Seulement, une reconstitution réalisée par les enquêteurs à partir des témoignages de Florence Chaffney. Il la contemple quelques secondes, puis il la repose, car un détail revient sans cesse dans les rapports. Personne, absolument personne, ne pourra jamais confirmer avec certitude que cette bombe existait réellement. Aucun explosif ne sera retrouvé, aucun composant, aucune preuve matérielle. Seulement le souvenir de ceux qui l'ont aperçue. Était-elle authentique? Était-elle factice? Ou s'agissait-il simplement d'un assemblage suffisamment crédible pour convaincre une hôtesse de l'air? Les archives, elles aussi, restent silencieuses. L'homme poursuit alors ses instructions, toujours avec le même ton posé. Jamais il ne menace directement l'équipage. Jamais il ne se montre agressif. Il explique simplement ce qu'il veut. 200 000 $, uniquement en billets de 20 $, 4 parachutes, 2 principaux, 2 de secours, et un camion-citerne prêt à ravitailler l'appareil dès son arrivée à Seattle. Il précise également que les autorités ne doivent commettre aucune imprudence. Si tout se déroule comme prévu, personne ne sera blessé. Cette précision surprendra les enquêteurs. Pourquoi demander 4 parachutes? 2 auraient largement suffi. Pendant des années, cette question alimentera toutes les hypothèses. Certains pensent qu'il voulait faire croire qu'il prendrait un otage avec lui afin d'empêcher les autorités de saboter le matériel. D'autres imaginent qu'il ne savait tout simplement pas quel parachute choisir. Une troisième théorie, plus troublante encore, suggère qu'il maîtrisait parfaitement les équipements de saut et qu'il avait une raison très précise d'exiger plusieurs modèles. À ce stade, impossible de trancher. Elias tourne une nouvelle page. Les communications entre la cabine et le cockpit commencent immédiatement. Le commandant William Scott reçoit le message. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne tente aucun geste héroïque. Aucun pilote expérimenté ne l'aurait fait. Avec un homme affirmant posséder une bombe, la priorité absolue est simple. Gagner du temps, préserver les passagers, éviter toute escalade. Le cockpit contacte aussitôt la tour de contrôle. En quelques minutes, l'information remonte jusqu'aux dirigeants de la compagnie aérienne, puis au FBI. Pendant que les passagers continuent de croire qu'ils effectuent un vol parfaitement banal, plusieurs bureaux gouvernementaux sont déjà plongés dans une agitation fébrile. Les téléphones sonnent sans interruption.
Des responsables sont rappelés en urgence. Les banques sont contactées pour réunir les billets. Des parachutes sont recherchés dans toute la région de Seattle. Et pourtant, à l'arrière de l'appareil, celui qui est en train de mobiliser une partie des autorités américaines continue de boire tranquillement son bourbon. Il allume une nouvelle cigarette, regarde parfois par le hublot, échange quelques mots avec Florence Schaffner. Les témoignages sont unanimes. Il ne semble ni exalté, ni effrayé, ni même particulièrement tendu, comme si tout se déroulait exactement selon un plan préparé depuis longtemps. Elias ferme doucement le rapport, puis il fait glisser devant lui une feuille presque entièrement noire. Au centre apparaît seulement une phrase, « Tapez à la machine ». À partir de cet instant, toutes les décisions seront prises pour sauver les passagers, mais chacune d'elles permettra aussi à Cooper de se rapprocher de son objectif. Elias relève lentement les yeux. C'est peut-être le détail le plus fascinant de toute cette affaire. À partir de maintenant, les autorités ne dirigent plus les événements. Elles réagissent aux décisions d'un seul homme. Et cet homme semble toujours avoir un coup d'avance. Chapitre 4. Le marché avec le FBI. Une nouvelle chemise vient s'ouvrir sur le bureau d'Elias. Contrairement aux précédentes, elle est remarquablement bien conservée. Une étiquette porte la mention « Négociation, 24 novembre 1971 ». À l'intérieur, les feuilles sont remplies de retranscriptions radio, de notes manuscrites et de chronologies minutieuses. Elias les parcourt lentement avant de s'arrêter sur une page dont plusieurs lignes ont été soulignées au crayon bleu. « À partir de maintenant, dit-il d'une voix calme, chaque minute compte. » Pourtant, ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas l'urgence de la situation, mais le sang-froid presque irréel dont fait preuve celui que l'on appelle encore Dan Cooper. Il ne semble jamais improviser. Chacune de ses demandes est formulée avec précision, comme si tout avait été répété à l'avance. À l'avant de l'appareil, le commandant William Scott reçoit régulièrement les informations transmises depuis le sol. Les responsables de Northwest Orient Airlines, les autorités fédérales et les premiers agents du FBI travaillent désormais ensemble dans une course contre la montre. L'objectif est simple, satisfaire les exigences du pirate de l'air tout en préparant discrètement son arrestation dès que l'avion se posera. Sur le papier, le plan paraît réalisable. Dans la réalité, il est beaucoup plus complexe. Réunir 200 000 $ en moins de 2 heures représente déjà un défi considérable. À l'époque, cette somme équivaut à plusieurs millions d'euros actuels. Les banques de Seattle sont contactées les unes après les autres. Des employés ouvrent en urgence leurs coffres, comptent les liasses et sélectionnent exclusivement des billets de 20 $, conformément aux exigences de Cooper. Mais les agents du FBI prennent une décision qui se révélera capitale. Avant de remettre l'argent, ils photographient chaque billet, un par un. Les numéros de série sont soigneusement relevés puis consignés dans une longue liste qui sera distribuée à toutes les banques américaines. Les enquêteurs pensent alors que, tôt ou tard, Cooper sera obligé d'utiliser cet argent pour vivre, acheter une voiture, louer un logement ou effectuer un dépôt bancaire. Le moindre billet pourra alors permettre de remonter jusqu'à lui. À cet instant, cette stratégie paraît infaillible. Personne n'imagine encore qu'elle ne donnera pratiquement aucun résultat. Pendant ce temps, une autre difficulté apparaît, les parachutes. Cooper en exige 4, 2 principaux, 2 de secours. Pourquoi 4 ? Cette question revient immédiatement sur la table des négociations. Les autorités craignent un piège. Si elles fournissent un parachute volontairement défectueux, Cooper pourrait décider d'emmener un passager ou un membre d'équipage avec lui, obligeant ainsi le FBI à prendre le risque de tuer un innocent. Les responsables écartent donc cette possibilité. Ils choisissent des parachutes parfaitement fonctionnels. Sans le savoir, ils viennent peut-être d'offrir à Cooper exactement ce qu'il espérait. Elias s'interrompt. Il sort une photographie des parachutes remis ce soir-là. Il en existe plusieurs modèles. L'un est militaire. L'autre est destiné aux parachutistes civils. Un troisième est un parachute d'entraînement. Les différences paraissent minimes pour un profane. Mais elles sont considérables pour quelqu'un qui connaît réellement ce matériel. Et c'est précisément ce détail qui divisera les spécialistes pendant plus de 50 ans. Car si Cooper était un parachutiste expérimenté, il savait parfaitement reconnaître chaque équipement au premier regard. S'il ne l'était pas, alors certaines décisions qu'il prendra quelques heures plus tard deviennent extrêmement difficiles à expliquer. Elias referme doucement la photographie. Il reprend le dossier. À bord du Boeing, la situation reste étonnamment calme. Les passagers ignorent toujours ce qui se déroule à quelques mètres d'eux. Pour éviter toute panique, le commandant annonce simplement qu'un léger problème technique impose de patienter avant l'atterrissage à Seattle. L'explication paraît crédible. L'avion commence alors à tourner au-dessus de la région, dessinant de larges cercles dans le ciel pendant que les négociations se poursuivent au sol. Plus les minutes passent, plus la consommation de carburant augmente. Cooper le sait, les autorités le savent également. Le temps devient un adversaire pour tout le monde. Pourtant, celui qui semble le moins préoccupé reste encore une fois le pirate de l'air. Florence Schaffner et sa collègue Tina Mucklow
raconteront plus tard un détail qui surprendra profondément les enquêteurs. Cooper continue de se montrer courtois. Il remercie lorsqu'on lui apporte une boisson. Il règle même l'addition de son bourbon. Il propose aux hôtesses de conserver la monnaie. Il parle calmement. Il sourit parfois. Jamais il ne donne l'impression de perdre le contrôle. Cette attitude tranche complètement avec l'image que l'on se fait d'un homme armé d'une bombe au milieu d'un avion rempli de civils. Était-ce une stratégie psychologique? Une manière de maintenir l'équipage en confiance? Ou révélait-elle simplement une personnalité exceptionnellement froide et méthodique? Les archives ne donnent aucune réponse. Mais elles soulignent un fait. Aucun témoin ne décrira Cooper comme un homme violent. Tous parlent d'un individu poli, éduqué, presque rassurant. Et c'est peu, être cela qui le rend encore plus inquiétant. Après près de 2 heures d'attente, enfin, la tour de contrôle transmet le message tant attendu. Tout est prêt. L'argent est arrivé. Les parachutes aussi. Le camion-citerne attend déjà près de la piste. Le Boeing reçoit l'autorisation d'atterrir. À 17h39, les roues de l'appareil touchent enfin le sol de l'aéroport de Seattle. À travers les hublots, les passagers aperçoivent les véhicules de service et les lumières de l'aéroport sans se douter que des dizaines d'agents du FBI les observent déjà à distance. Pour eux, le voyage touche simplement à sa fin. Pour Cooper, la véritable opération ne fait que commencer. Si cette enquête vous passionne, pensez à vous abonner aux archives et à activer la cloche. Chaque dossier que nous ouvrons nous entraîne dans des affaires où les faits sont authentiques, mais où la vérité demeure parfois hors de portée. Votre soutien permet aux archives de continuer à explorer ces mystères et surtout, il vous garantit de ne manquer aucun des prochains dossiers. Elias referme lentement la chemise. Puis il en tire une autre, beaucoup plus mince. Sur la couverture, une simple annotation manuscrite. Décollage vers l'inconnu. Il reste quelques secondes immobile. Puis murmure presque pour lui-même, c'est ici que l'affaire cesse d'être un simple détournement d'avion pour devenir une légende. Chapitre 5. Le second décollage. Le dossier que tient Elias est moins épais que les précédents. Pourtant, en l'ouvrant, plusieurs photographies glissent sur la table. On y distingue le Boeing immobilisé sur le tarmac de Seattle, entouré de véhicules dont les phares perçant la pluie tombaient sur la ville en cette fin d'après-midi du 24 novembre 1971. Elias en saisit une, la contemple quelques instants, puis la dépose devant lui. Les enquêteurs diront plus tard que c'est à ce moment précis qu'ils pensaient avoir encore toutes les cartes en main. L'avion est au sol. Les forces de l'ordre encerclent discrètement la zone. Cooper n'a plus qu'à récupérer l'argent et les parachutes. Beaucoup sont convaincus qu'il sera arrêté avant même d'avoir quitté l'appareil. Pourtant, sans que personne ne le réalise encore, il est déjà en train de préparer la partie la plus incroyable de son plan. À peine l'avion immobilisé, Cooper rappelle ses consignes. Il exige que l'appareil soit stationné loin du terminal. Aucune intervention policière. Aucun mouvement suspect. Les lumières de la cabine doivent rester tamisées. Le moindre geste imprudent pourrait provoquer une catastrophe. Depuis les bâtiments de l'aéroport, les responsables observent la scène à travers des jumelles. Les négociateurs communiquent avec le cockpit, lequel transmet chaque information à Cooper. Le dialogue reste étonnamment calme. Personne ne cherche à provoquer l'autre. Chacun sait que la moindre erreur pourrait coûter la vie à 36 personnes. Quelques minutes plus tard, un employé de la compagnie s'approche lentement de l'appareil. Dans ses mains, 2 sacs contenant les 200 000 $. À ses côtés, les 4 parachutes demandés. La scène est presque irréelle. Des dizaines de policiers, d'agents fédéraux et de responsables de l'aéroport assistent à l'échange, sans pouvoir intervenir. L'argent est chargé à bord. Les parachutes également. Cooper demande alors que les passagers soient libérés. C'est une décision qui surprend tout le monde. Il aurait pu conserver des otages. Il ne le fait pas. Un par un, les voyageurs descendent de l'appareil, encore persuadés qu'ils viennent simplement de vivre un retard inhabituel. Ce n'est qu'une fois éloignés du Boeing qu'ils découvrent, stupéfaits, qu'ils étaient les victimes d'un détournement d'avion. Très vite, les journalistes commencent à arriver. Les premières informations circulent, mais personne ne connaît encore l'identité du pirate. Pendant ce temps, à l'intérieur de la cabine, seul reste le commandant William Scott, le copilote William Ratajczak, le mécanicien navigant Harold Anderson et l'hôtesse Tina McClough. Florence Schaffner, elle, a été autorisée à quitter l'appareil avec les autres passagers. Ce choix intrigue encore les spécialistes. Pourquoi garder Tina McClough et pas Florence? Les archives ne possèdent aucun document permettant de répondre avec certitude. Peut-être parce que Tina connaissait désormais les consignes. Peut-être parce que Cooper estimait qu'une seule hôtesse suffisait. Ou peut-être simplement parce que son plan n'exigeait plus davantage de témoins. Elias tourne une nouvelle page. Les demandes de Cooper deviennent alors extrêmement précises. Il veut repartir immédiatement. Direction le sud. Cap sur le Mexique. Mais son itinéraire comporte plusieurs conditions étonnantes. L'avion devra voler à basse altitude, environ 3000 mètres, à une vitesse réduite.
Train d'atterrissage partiellement sorti, volet réglé à 15 degrés, cabine non pressurisée. Pour un passager ordinaire, ces indications ne signifient pas grand-chose. Pour un pilote, elles sont stupéfiantes. Elles correspondent exactement à la configuration idéale pour permettre un saut en parachute depuis un Boeing. Lorsque les pilotes reçoivent ces instructions, ils échangent un regard. Aucun doute. L'homme à l'arrière sait de quoi il parle. Il connaît les capacités de l'appareil. Il connaît ses limites. Et surtout, il connaît une particularité unique du Boeing. Elias s'arrête. Il ouvre délicatement une pochette contenant plusieurs plans techniques. Au centre apparaît un dessin de l'appareil. Puis son doigt s'immobilise sur une pièce bien particulière, l'escalier arrière. Contrairement aux avions modernes, le Boeing possède une passerelle intégrée sous la queue de l'appareil. Cet escalier peut être abaissé sans utiliser les portes latérales destinées aux passagers. Au moment de sa conception, cette solution facilite l'embarquement dans les petits aéroports. Mais personne n'avait imaginé qu'elle offrirait un jour une possibilité totalement inattendue. Quitter un avion, en plein vol. Les ingénieurs pensaient même que cela était pratiquement impossible. Le vent, les turbulences, la vitesse. Tout semblait rendre une telle tentative suicidaire. Pourtant, Cooper paraît avoir bâti tout son projet autour de cette unique caractéristique du Boeing. Cette découverte bouleverse les enquêteurs. Car si cet homme connaissait aussi précisément cet appareil, il avait peu être travaillé dans l'aviation, ou dans l'armée, ou dans une entreprise liée à l'aéronautique. À moins qu'il n'ait simplement étudié le Boeing pendant des mois avant de passer à l'action. Une fois encore, le dossier ne permet pas de trancher. Les mécaniciens ravitaillent l'avion. Les moteurs redémarrent. À l'extérieur, plusieurs chasseurs de l'US Air Force se préparent discrètement. Le FBI ne compte évidemment pas laisser Cooper disparaître. L'idée est simple. Le suivre. Observer où il saute. Puis l'arrêter au sol. Sur le papier, le plan semble solide. Mais personne ne sait encore ce qui va se produire une fois l'avion dans la nuit. À 19h40, le Boeing quitte une seconde fois la piste de Seattle. Cette fois, il ne transporte plus qu'un seul passager. Un homme dont personne ne connaît le véritable nom. Un homme assis à côté de 200 000 $ en billets de 20 $. Un homme qui regarde probablement les lumières de Seattle s'éloigner derrière lui, en sachant qu'il est peu être en train de vivre les dernières heures de sa vie, ou les premières de sa nouvelle existence. Elias ferme lentement le plan du Boeing. Il laisse passer quelques secondes de silence avant de lever les yeux. C'est à partir de maintenant que les certitudes disparaissent une à une. Les témoignages deviennent incomplets. Les radars ne voient pas tout. La météo se dégrade. Les preuves se raréfient. Et pourtant, c'est précisément cette portion de l'histoire qui va transformer un simple pirate de l'air en une légende mondiale. Il pose la main sur une dernière chemise, plus sombre que toutes les autres. Sur sa couverture, un unique mot. Saut, chapitre 6. Le saut dans la nuit. Dans les archives, un silence inhabituel s'installe. Elias ouvre lentement la chemise portant le simple mot. Saut. Contrairement aux précédentes, elle contient très peu de documents. Quelques rapports météo, des relevés radars, une carte des montagnes de l'État de Washington et plusieurs pages couvertes de points d'interrogation rédigés par les premiers enquêteurs. C'est presque déroutant. Plus l'affaire approche de son moment décisif, moins les certitudes sont nombreuses. C'est souvent ainsi, murmure Elias. Les dossiers les plus célèbres ne sont pas ceux qui contiennent le plus de réponses. Ce sont ceux où, au moment où tout devrait devenir clair, les preuves disparaissent brutalement. À bord du Boeing, la nuit est maintenant complètement tombée. À l'extérieur, les conditions météorologiques sont exécrables. Une pluie froide frappe le fuselage avec violence. Les nuages enveloppent l'appareil. Les rafales de vent secouent régulièrement l'avion, et les pilotes doivent constamment corriger leur trajectoire. Sous eux s'étendent des centaines de kilomètres de forêts, de vallées profondes et de montagnes pratiquement inhabitées. Si quelqu'un saute ici, il n'aura droit à aucune erreur. Cooper demande alors à Tina McCloud de le rejoindre une dernière fois. La jeune hôtesse racontera plus tard que son comportement n'a pas changé. Toujours calme, toujours poli, toujours étonnamment maître de lui. Il lui demande de lui montrer comment utiliser les parachutes. Elle lui donne les quelques explications qu'elle connaît. Il écoute attentivement. Puis il lui demande de retourner dans le cockpit. Avant qu'elle ne parte, il ajoute simplement « Fermez la porte et ne revenez pas ». Aucune menace. Aucun cri. Seulement cette consigne. Tina hésite quelques secondes. Puis elle rejoint les pilotes. La porte est refermée. À partir de cet instant, plus personne ne reverra jamais Cooper. Elias s'interrompt. Il sort une montre ancienne de la boîte. L'aiguille est arrêtée. 20h13. Il sourit légèrement. Curieux. Cette montre ne provient pas de l'enquête. Un ancien archiviste l'a glissée dans ce dossier il y a des décennies. Il avait inscrit une note. L'heure où tout devient incertain. En réalité, personne ne connaît l'heure exacte du saut. Les estimations varient selon les rapports. Même le temps, dans cette affaire, semble avoir perdu sa précision. Dans le cockpit, les pilotes poursuivent leur route vers le sud. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière eux. Ils savent seulement que Cooper manipule les parachutes. À plusieurs reprises, ils ressentent des déplacements dans la cabine. Puis,
Vers 20h00, un voyant s'allume. Il indique que l'escalier arrière est en cours d'ouverture. Les pilotes échangent un regard inquiet. Ils contactent immédiatement Cooper par l'interphone. Aucune réponse. Quelques instants plus tard, ils ressentent un changement dans l'équilibre de l'appareil, comme si un poids important venait de se déplacer vers l'arrière. Puis survient un phénomène que tous décriront plus tard de la même manière. Un brusque mouvement, une sorte de secousse, pas suffisamment forte pour mettre l'avion en danger, mais assez nette pour être ressentie dans tout le cockpit. Les enquêteurs considéreront longtemps que cette secousse correspond très probablement au moment où Cooper quitte l'appareil. À plus de 3000 mètres d'altitude, en pleine nuit, sous une pluie battante, avec des vents dépassant parfois les 150 km/h, au-dessus d'une région montagneuse où la température est largement négative. Pour beaucoup de spécialistes, une telle tentative est presque suicidaire. Même aujourd'hui, plusieurs parachutistes expérimentés affirment qu'ils n'auraient jamais accepté un saut dans de telles conditions. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Ou du moins, tout porte à le croire. Elias déroule alors une immense carte topographique. Des centaines de petits repères rouges apparaissent. Voici la zone estimée du saut. Elle couvre des dizaines de kilomètres, des forêts denses, des rivières, des falaises, des reliefs extrêmement accidentés. À l'époque, il n'existe ni GPS, ni téléphone portable, ni balises individuelles. Si Cooper atterrit vivant dans cette immensité, il devra encore survivre à la nuit, au froid, aux blessures éventuelles et rejoindre la civilisation sans attirer l'attention. À l'inverse, s'il meurt lors du saut, son corps peut rester invisible pendant des décennies. Cette simple réalité va hanter toute l'enquête. Pendant que Cooper disparaît dans l'obscurité, les pilotes poursuivent leur vol. Ils ne prennent aucun risque. Ils attendent. Plusieurs minutes. Puis, estimant qu'il n'y a plus de réponse à attendre, ils demandent l'autorisation d'atterrir à Reno, dans le Nevada. Lorsque le Boeing touche finalement le sol, les forces de l'ordre encerclent immédiatement l'appareil. Des hommes lourdement armés montent à bord. Ils fouillent méthodiquement chaque rangée, chaque compartiment, chaque recoin. La cabine est vide. Cooper n'est plus là. En revanche, plusieurs objets sont abandonnés. Une cravate noire, une pince à cravate, quelques mégots de cigarettes. À l'époque, personne n'imagine que ces mégots pourraient un jour permettre une identification génétique. Ils seront malheureusement détruits quelques années plus tard. Une décision qui sera très vivement critiquée lorsque les analyses ADN deviendront possibles. Elias reste silencieux quelques secondes. Il regarde la cravate placée sous verre. Ce simple morceau de tissu deviendra l'une des preuves les plus importantes de toute l'enquête. Pendant longtemps, personne n'y verra autre chose qu'un vêtement oublié. Mais plusieurs décennies plus tard, les progrès de la science révéleront qu'elle renferme peut-être des indices sur la profession, et même sur l'environnement dans lequel Cooper évoluait avant le détournement. Il referme doucement la boîte, puis son regard se porte vers une dernière pile de dossiers. Ils sont beaucoup plus nombreux que tous les précédents réunis. Des centaines de chemises, des milliers de pages. Toutes portent la même mention. Enquête FBI. Car si l'histoire du saut est extraordinaire, ce qui va suivre l'est peut-être encore davantage. Pendant 45 ans, le FBI va consacrer des moyens considérables à retrouver un homme qui semble s'être évaporé. Et plus les enquêteurs avancent, plus le mystère s'épaissit. Chapitre 7. Une chasse à l'homme sans cadavre. Elias pose devant lui une pile impressionnante de dossiers. Contrairement aux chemises précédentes, celles-ci ne sont plus de simples rapports. Elles portent des dates s'étalant sur plusieurs décennies. Certaines sont reliées par une ficelle, d'autres débordent de photographies, de cartes ou de procès-verbaux. Une simple vision de cet empilement suffit à comprendre que l'affaire ne s'est pas arrêtée le soir du 24 novembre 1971. Elle ne faisait que commencer. Lorsqu'un avion atterrit sans son pirate de l'air, explique Elias, les enquêteurs disposent généralement d'une scène de crime, d'un suspect identifié ou, au minimum, d'une direction de fuite. Dans l'affaire Cooper, ils ne possèdent et rien. Pas de témoin du saut, pas de traces au sol, pas de corps, pas même la certitude que l'homme ait survécu. Ils doivent donc repartir de zéro, dans une région immense, où chaque kilomètre carré peut cacher une réponse, ou l'effacer définitivement. Dès les premières heures, le FBI déclenche ce qui deviendra l'une des plus longues enquêtes criminelles de son histoire. Des dizaines d'agents sont mobilisés. Des hélicoptères survolent les montagnes. Des unités de recherche parcourent les forêts. Des policiers locaux, des militaires et des volontaires ratissent les secteurs jugés les plus probables. Les cartes météorologiques sont comparées aux relevés radars. Les vents sont étudiés. Les courants d'altitude sont recalculés. Les spécialistes tentent d'estimer où un parachutiste aurait pu être emporté dans de telles conditions. Mais très vite, les calculs cessent de coïncider. Selon certains modèles, Cooper aurait dû tomber au cœur d'une forêt dense. Selon d'autres, il aurait été projeté plusieurs kilomètres plus au sud. D'autres encore estiment qu'il aurait pu dériver jusqu'à une rivière. Et chacun de ces scénarios dépend d'une donnée que personne ne connaît avec certitude. L'instant exact où il a quitté l'avion.
Quelques minutes d'écart suffisent à déplacer la zone de recherche de plusieurs dizaines de kilomètres. Elias déplie alors une immense carte. Elle occupe presque toute la table. Des cercles rouges se chevauchent. Des flèches indiquent les vents. Des annotations manuscrites couvrent les marges. À première vue, cette carte semble extrêmement précise. Pourtant, elle révèle surtout l'étendue de l'incertitude. Les enquêteurs cherchent un homme dans une zone qui dépasse largement les capacités humaines de recherche. À cela s'ajoute un autre problème. La région est sauvage. En 1971, de vastes portions sont pratiquement inaccessibles. Certaines vallées ne possèdent aucune route. Les forêts sont si denses que des hélicoptères peinent à distinguer le sol. Si Cooper est mort dans ces montagnes, son corps peut rester invisible pendant des années. S'il est vivant, il dispose d'un terrain idéal pour disparaître. Les semaines passent, puis les mois. Aucun parachute, aucun sac rempli d'argent, aucun vêtement, aucune empreinte, absolument rien. Cette absence totale d'indices commence à intriguer les enquêteurs, car même un saut raté laisse généralement des traces, un équipement abandonné, une toile accrochée dans les arbres, des morceaux de tissu, quelque chose. Ici, le silence. Elias ouvre une nouvelle chemise. Elle contient les portraits des premiers suspects. Très vite, le FBI reçoit des centaines de signalements. Des voisins convaincus d'avoir reconnu Cooper. Des collègues persuadés qu'un ancien militaire correspond au portrait robot. Des familles dénonçant parfois un proche disparu quelques jours après le détournement. Chaque piste est étudiée. Certaines semblent crédibles. D'autres sont totalement fantaisistes. Au fil des années, plus d'1 millier de personnes seront examinées. Certaines interrogées pendant des heures. D'autres feront même l'objet d'analyses graphologiques, de comparaisons photographiques ou de prélèvements biologiques lorsque la technologie le permettra. Mais à chaque fois, l'enquête revient au même point. Aucune preuve décisive. Elias prend alors une petite boîte métallique. Elle contient une série de billets de $20 protégés sous plastique. Enfin, des copies. Car les originaux sont conservés dans les archives fédérales. Il les observe attentivement. Chaque billet porte un numéro de série. Les banques américaines reçoivent rapidement ces listes. Pendant des années, les caissiers sont invités à signaler immédiatement l'apparition d'un seul de ces billets. Les enquêteurs sont convaincus que Cooper finira forcément par utiliser son argent. Ils se trompent. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Pas un seul billet n'apparaît dans une banque. Pas un seul achat important. Pas une seule transaction. Comme si les $200 000 s'étaient eux aussi évaporés. Cette découverte change profondément la perception de l'affaire. Si Cooper est vivant, pourquoi ne dépense-t-il jamais sa rançon? A-t-il caché l'argent? L'a-t-il perdu pendant le saut? Est-il mort avant d'avoir pu en profiter? Ou existe-t-il une autre explication que personne n'a encore envisagée? Elias referme la boîte, puis il tire une dernière photographie. Elle représente le directeur du FBI de l'époque. Au dos, une annotation attire son attention. Ne jamais classer ce dossier. Cette phrase n'est pas anodine. Elle montre qu'au sein même du bureau, plusieurs responsables sont persuadés que l'affaire peut encore être résolue. Les années passent pourtant. Toujours rien. Puis, près de 9 ans après le détournement, un petit garçon joue tranquillement sur une plage de la rivière Columbia. Ce qu'il s'apprête à découvrir va relancer toute l'enquête et remettre en cause plusieurs certitudes que le FBI croyait acquises. Elias prend une petite enveloppe transparente remplie de sable. Il la regarde longuement avant de murmurer. Parfois, il suffit qu'un enfant creuse quelques centimètres dans le sol pour ouvrir un dossier que tout le monde croyait condamné au silence. Chapitre 8. L'argent qui ressurgit de la rivière. Elias ouvre une nouvelle boîte d'archives. À l'intérieur, contrairement aux précédentes, il ne trouve ni photographie, ni rapport d'interrogatoire. Seulement plusieurs sachets transparents contenant des liasses de billets de $20 fortement dégradés par l'eau et le temps, certains sont presque réduits en poussière. D'autres restent étonnamment lisibles. Elias les observe en silence avant de commencer. Pendant près de 9 ans, le FBI a poursuivi son enquête sans obtenir la moindre avancée décisive. Les témoignages se contredisaient, les suspects se multipliaient, mais aucune preuve ne permettait de dire si Cooper avait survécu ou non. Puis, au début de l'année 1980, un événement totalement imprévu allait bouleverser l'affaire. Non pas grâce à un enquêteur, ni à une technologie révolutionnaire, mais grâce à un enfant de 8 ans qui jouait simplement au bord d'une rivière. Le 10 février 1980, Brian Ingram passe la journée avec sa famille sur une plage de sable appelée Tenabar, au bord du fleuve Columbia. Pendant que les adultes préparent un feu de camp, le garçon s'amuse à creuser le sable avec une petite pelle. Soudain, il aperçoit plusieurs morceaux de papier vert collés les uns aux autres. Au début, il pense avoir trouvé de vieux déchets. Mais en les dégageant davantage, il comprend qu'il s'agit de billets de banque. Ils sont humides, fragiles. Certains se désagrègent lorsqu'on tente de les séparer. Très vite, les adultes préviennent les autorités. Quelques heures plus tard, les agents du FBI arrivent sur place. Dès les premiers examens, leur surprise est immense.
Les numéros de série correspondent exactement à ceux de la rançon remise à Cooper près de 9 ans auparavant. Ce n'est pas une partie de l'argent, c'est bien l'argent de Cooper. Au total, les enquêteurs récupèrent 5 800 $, soit 290 billets de 20 $ encore regroupés en 3 liasses partiellement décomposées. Cette découverte fait immédiatement la une des journaux américains. Après presque une décennie de silence, l'affaire vient brutalement de renaître. Mais au lieu d'apporter une réponse, elle crée de nouvelles énigmes. Elias déroule une carte du fleuve Columbia. Il pose un doigt sur Tennabar, puis un second plusieurs dizaines de kilomètres plus au nord, vers la zone estimée du saut. Regardez bien cette distance. C'est précisément elle qui va diviser les spécialistes pendant des décennies. Car personne ne comprend comment ces billets sont arrivés jusque-là. La première hypothèse paraît évidente. Cooper serait mort pendant le saut. L'argent serait tombé dans la rivière avant d'être transporté naturellement jusqu'à cette plage. Le problème, c'est que les études des courants ne confirment pas ce scénario. Plusieurs hydrologues concluent même qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, que l'Elias ait suivi un tel parcours. Une deuxième hypothèse apparaît alors. Cooper aurait survécu. Il aurait enterré volontairement une partie de son argent à cet endroit. Mais là encore, les analyses du sable posent problème. Les couches de sédiments semblent indiquer que les billets ne sont pas arrivés en une seule fois selon un scénario simple. Certains géologues pensent qu'ils ont été déplacés. D'autres estiment qu'ils ont été enfouis naturellement. Plus les scientifiques étudient le site, moins ils parviennent à se mettre d'accord. Les archives conservent d'ailleurs plusieurs rapports qui se contredisent directement. Elias ouvre l'un d'eux. Les liasses ont probablement été transportées par les courants. Il ouvre ensuite le suivant. Ce déplacement est incompatible avec les modèles hydrologiques connus. Il esquisse un léger sourire. 2 rapports officiels, 2 conclusions opposées. Voilà pourquoi ce dossier résiste depuis plus d'un demi-siècle. Même les sciences exactes ne racontent pas toujours la même histoire. Le FBI décide alors de reprendre les fouilles. Des plongeurs explorent les berges. Des équipes fouillent le sable. Des détecteurs de métaux ratissent les environs. Des hélicoptères survolent une nouvelle fois la région. Pendant plusieurs semaines, les recherches mobilisent des moyens considérables. Le résultat est décevant. Aucun autre billet, aucun parachute, aucun ossement, aucun vêtement, rien. Comme si seules ces 3 petites liasses avaient accepté de réapparaître. Et c'est précisément ce qui intrigue le plus les enquêteurs. Pourquoi seulement 5 800 $? Pourquoi ces billets sont-ils encore attachés par leur bande d'origine? Pourquoi aucune autre liasse n'est retrouvée à proximité? Les réponses manquent. Encore. Toujours. Elias referme doucement la boîte contenant les billets. Puis il sort un objet beaucoup plus discret. Une simple cravate noire. Pendant longtemps, toute l'attention s'est portée sur l'argent. Pourtant, au même moment, une autre preuve attendait silencieusement dans les réserves du FBI. Une preuve que personne ne considérait comme importante. Jusqu'à ce que les progrès de la science permettent enfin de l'interroger. Il prend délicatement la cravate entre ses mains. Car parfois, un vêtement oublié en dit davantage sur un homme que des milliers de pages d'enquête. Et ce que les laboratoires vont découvrir sur cette cravate va profondément modifier le portrait que les spécialistes se faisaient de D.B. Cooper. Elias repose lentement la cravate sur le bureau. Son regard se perd quelques instants entre les rayonnages des archives. Les indices les plus importants ne sont pas toujours ceux que l'on cherche. Il arrive qu'il patiente pendant des décennies, jusqu'à ce que la technologie soit enfin capable de les faire parler. Chapitre 9. Les hommes qui auraient pu être Cooper. La vieille cravate noire repose seule au centre du bureau. Elias ne la touche pas immédiatement. Il la contemple quelques instants, comme s'il s'agissait d'un témoin silencieux ayant attendu des décennies avant de raconter enfin une partie de son histoire. Parmi toutes les pièces récupérées dans le Boeing, cette cravate semblait presque insignifiante. Les enquêteurs l'ont conservée parce qu'elle appartenait probablement aux pirates de l'air. Rien de plus. Pendant longtemps, elle est restée enfermée dans une boîte d'archives, oubliée au milieu de milliers d'autres pièces à conviction. Puis la science a progressé. Et ce simple morceau de tissu est devenu l'un des indices les plus fascinants de toute l'affaire. Au début des années 2000, plusieurs spécialistes obtiennent l'autorisation d'examiner minutieusement la cravate. Grâce à des microscopes extrêmement puissants, ils découvrent de minuscules particules invisibles à l'œil nu. Parmi elles, figurent du titane, mais aussi d'autres métaux rares utilisés dans certaines industries de haute technologie des années 1960 et 1970. Cette découverte intrigue immédiatement les chercheurs. À cette époque, ces matériaux ne sont pas courants. On les retrouve principalement dans les secteurs de l'aéronautique, de la métallurgie avancée, de la fabrication de composants électroniques ou encore dans certaines entreprises travaillant pour la défense. Aucune conclusion définitive n'est possible. Mais une hypothèse prend de l'ampleur. Et si Cooper avait travaillé dans un environnement industriel très spécialisé? Cette idée expliquerait plusieurs éléments. Sa connaissance du Boeing, son calme, sa précision, son vocabulaire, son apparente familiarité avec certains équipements. Mais une nouvelle fois, rien ne permet de l'affirmer. Elias ouvre alors une autre chemise. Cette fois, des dizaines de photographies apparaissent.
Toutes représentent des hommes différents, des militaires, des ingénieurs, des parachutistes, des pilotes, des criminels. Voici les principaux suspects étudiés au fil des décennies. Chacun possède quelques points communs avec Cooper, mais chacun présente aussi des contradictions qui empêchent de refermer définitivement le dossier. Le premier est un ancien parachutiste militaire. Son expérience correspond, son âge également. Il connaît parfaitement les avions, mais son ADN ne correspond pas aux éléments exploitables retrouvés sur la cravate. La piste est abandonnée. Un second suspect attire ensuite l'attention. Ancien pilote, passionné d'aviation. Son entourage affirme qu'il possédait les compétences nécessaires. Là encore, les vérifications ne permettent pas de l'impliquer. Puis vient un ancien employé d'une entreprise aéronautique. Pendant plusieurs années, certains enquêteurs pensent tenir enfin leur homme. Ses connaissances techniques impressionnent. Pourtant, là encore, les preuves manquent. Le FBI poursuit ses recherches. Des centaines de noms s'ajoutent à la liste. Plus d'1 millier de personnes seront examinées au cours de l'enquête. Certaines feront même l'objet d'exhumation après leur décès. D'autres accepteront de fournir leur ADN. Toutes ces pistes aboutiront au même résultat, aucune certitude. Elias prend alors une feuille plus récente. Elle porte une date importante, 2016. Cette année-là, après 45 ans d'investigation, le FBI annonce officiellement qu'il met fin aux recherches actives consacrées à D.B. Cooper. Ce n'est pas une résolution, ce n'est pas un acquittement, ce n'est pas une conclusion, simplement la reconnaissance d'un fait. Malgré des milliers d'heures de travail, des centaines d'agents mobilisés et des progrès scientifiques considérables, l'identité de Cooper demeure inconnue. L'enquête n'est pas résolue. Elle cesse seulement d'être prioritaire. Dans les archives, Elias referme lentement la dernière chemise consacrée au suspect. Il reste silencieux quelques instants, puis il lève les yeux. C'est précisément ici que commence le véritable travail des archives. Car lorsque les faits s'arrêtent, il reste les hypothèses. Certaines paraissent séduisantes, d'autres sont presque impossibles. Mais une seule question compte désormais. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Elias fait glisser vers lui une dernière boîte, plus ancienne que toutes les autres. Sur son couvercle, un tampon noir. Il esquisse un léger sourire. Il est temps d'examiner chaque théorie, avec les mêmes exigences que les enquêteurs. Chapitre 10. Le tribunal des hypothèses. Les archives sont plongées dans un silence presque total. Elias retire lentement ses gants et les pose sur le bureau. Devant lui, les 10 dossiers que nous venons de parcourir sont désormais ouverts. Les photographies, les cartes, les rapports du FBI, les billets retrouvés sur les rives du Columbia et la célèbre cravate noire semblent raconter des histoires différentes. Pourtant, toutes parlent du même homme. Elias ferme doucement les yeux quelques secondes. Puis il prend une profonde inspiration. Depuis le début de cette enquête, nous avons suivi les faits, confronté les témoignages et examiné les preuves connues. Mais les archives ont une règle que nous ne transgressons jamais. Lorsqu'il n'existe plus de certitude, nous ne remplissons pas les vides avec notre imagination. Nous confrontons les hypothèses aux faits, et uniquement aux faits. Il ouvre un dernier registre. En haut de la première page est inscrit « Le tribunal des hypothèses ». Première hypothèse. Cooper est mort pendant le saut. C'est probablement la théorie qui a longtemps été privilégiée par une partie des enquêteurs, ce qui la rend crédible. Les conditions étaient effroyables. Une nuit sans lune, une pluie battante, des rafales de vent extrêmement violentes, une température proche du gel, un terrain montagneux couvert de forêts. Même aujourd'hui, de nombreux parachutistes expérimentés reconnaissent qu'ils hésiteraient à effectuer un tel saut. À cela s'ajoute un autre élément. Cooper ne portait ni combinaison adaptée au froid, ni casque, ni altimètre sophistiqué. Et il emportait avec lui un sac contenant près de 10 kg de billets. Sur le papier, ses chances de survie paraissent faibles. Ce qui la contredit si Cooper est mort cette nuit-là. Où se trouve son corps? Pourquoi son parachute n'a-t-il jamais été retrouvé? Pourquoi seulement une petite partie de la rançon est-elle réapparue 9 ans plus tard? Et surtout, pourquoi aucune autre preuve matérielle n'a jamais été découverte malgré des décennies de recherche? Verdict des archives. Cette hypothèse est parfaitement plausible, mais les preuves nécessaires pour la confirmer n'ont jamais été retrouvées. Deuxième hypothèse. Cooper a survécu et s'est échappé. C'est sans doute la théorie qui nourrit le plus l'imaginaire collectif. Ce qui la rend crédible, Cooper semble avoir soigneusement préparé son opération. Il connaît le Boeing 727. Il choisit les paramètres de vol les plus favorables à un saut. Il conserve un calme remarquable pendant plusieurs heures. Son comportement donne l'impression d'un homme expérimenté. S'il avait prévu une zone de récupération avec un complice, ou s'il connaissait parfaitement la région, une fuite devient envisageable. L'absence de corps peut également s'expliquer, ce qui la contredit si Cooper a survécu. Pourquoi n'a-t-il pratiquement jamais utilisé les 200 000 $? Pourquoi aucun des billets photographiés n'est-il réapparu dans le système bancaire américain? Pourquoi disparaître totalement pendant plus d'un demi-siècle sans jamais commettre la moindre erreur? Une telle fuite aurait demandé une discipline exceptionnelle. Verdict des archives. Cette hypothèse reste crédible.
mais elle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Troisième hypothèse. Cooper n'était pas celui que tout le monde imaginait. Au fil des décennies, beaucoup ont décrit Cooper comme un ancien militaire d'élite ou un parachutiste professionnel. Pourtant, les archives invitent à la prudence, ce qui la rend crédible. Les analyses modernes de la cravate montrent qu'il fréquentait probablement un environnement industriel très spécialisé. Certaines décisions prises pendant le détournement témoignent d'une bonne préparation, mais elles ne prouvent pas forcément une carrière militaire. Plusieurs spécialistes ont également souligné certaines erreurs commises dans le choix du matériel, laissant penser qu'il ne possédait peut-être pas toute l'expérience qu'on lui prête souvent, ce qui la contredit. Il est extrêmement difficile d'imaginer qu'un amateur puisse organiser une opération aussi complexe sans connaissances techniques importantes. L'équilibre entre préparation minutieuse et erreur apparente demeure l'un des plus grands paradoxes de cette affaire. Verdict des archives. Le véritable Cooper était peut-être moins spectaculaire que la légende, mais probablement beaucoup plus intelligent. Elias referme lentement le registre. Il laisse le silence s'installer. Puis il prend la photographie du mystérieux passager achetant son billet à Portland. Il la regarde une dernière fois. Finalement, ce dossier nous apprend peut-être quelque chose de plus profond qu'un simple fait divers. Pendant plus d'un demi-siècle, des milliers de personnes ont tenté de retrouver un homme. Pourtant, ce qui a réellement survécu au temps, ce n'est pas son visage. C'est son mystère. Il replace soigneusement chaque document dans sa boîte. Les billets, la cravate, les cartes, les témoignages, le billet d'avion, enfin, la photographie. Il referme le couvercle. Le vieux tampon des archives apparaît dans sa main. Il hésite quelques secondes, puis l'abat fermement sur la couverture. Non résolu. Le bruit sec résonne dans toute la bibliothèque. Elias regarde une dernière fois les rayonnages qui disparaissent dans l'obscurité. Peut-être qu'un jour, une preuve oubliée surgira d'un grenier, d'un coffre ou d'une vieille malle. Peut-être que les progrès de la science permettront enfin de donner un nom à cet homme, ou peut-être que Cooper remportera son pari jusqu'au bout, en emportant son identité avec lui. Il se tourne alors vers la caméra. Et vous, après avoir examiné chaque pièce de ce dossier, pensez-vous que Cooper a survécu à son saut, ou qu'il a trouvé la mort cette nuit-là? Dites-nous votre théorie dans les commentaires. Les débats qui naissent autour de ces affaires font vivre les archives autant que les documents eux-mêmes. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les grands mystères historiques, partagez-lui ce dossier. Peut-être remarquera-t-il un détail qui nous a échappé. Il esquisse un léger sourire, puis referme définitivement la boîte. Refermons ce dossier. La lumière des lampes vacille doucement. Une à une, les étagères replongent dans l'obscurité. Seul le tampon, non résolu, reste encore visible quelques secondes. Puis il disparaît à son tour. Je suis Elia, gardien des archives. Les archives ne livrent jamais tous leurs secrets, mais elles attendent déjà leur prochain gardien pour ouvrir le dossier suivant.